vous pourrez visionner à nouveau l'enregistrement dès demain. On va mettre l'enregistrement disponible sous peu. Alors, je vous présente tout de suite les personnes qui m'accompagnent ce soir. Alors, on a les élus que vous connaissez bien. Alors, d'abord, Mme Maude Mercier-Larouche, qui est membre du comité exécutif et responsable du dossier du tramway et des communications. Elle est accompagnée de Mme Mélissa Coulombe-Leduc, qui est membre du comité exécutif et conseillère municipale du district de Cap-aux-Diamants. Bonsoir. Ainsi que les collègues de la Ville. Alors, les intervenants de Ville, je vous nomme les principaux, ceux qui vont avoir à intervenir ce soir. Alors, vous avez M. Dan Genet, directeur du bureau de projet du Tramway de Québec. Il est accompagné de M. Maxime Belland, Émilie Bégin, Jérôme Poupry et Alejandro Quinteron, chef d'équipe, tous du bureau de projet du Tramway de Québec. Nous avons aussi d'autres personnes ressources, dont M. Marc Desrivières, directeur du service du transport et de la mobilité intelligente, et d'autres personnes ressources pour répondre à vos questions après la présentation. Pour le déroulement, c'est assez simple. Alors, nous allons avoir d'abord le mot de bienvenue et d'introduction des élus. Je vais vous parler ensuite des bonnes pratiques et fonctionnalités Zoom pour qu'on puisse communiquer ensemble. Et la présentation du projet d'insertion de surface du tramway pour lequel vous êtes inscrits ce soir va faire l'objet de la présentation et notre période d'échange par la suite. Je vous rappelle rapidement la démarche de participation publique concernant ce projet, alors spécifiquement ce projet. Alors, le 23 février, donc la semaine passée, on a fait une rencontre avec les conseils de quartier de Montcalm et de Saint-Jean-Baptiste. Ce soir, nous avons la rencontre avec les commerçants de la SDC Montcalm. Demain, c'est la grande séance d'information et d'échange pour les citoyens de votre secteur. Et vendredi midi, on a aussi prévu une séance d'information pour les travailleurs qui voudraient avoir plus d'informations sur ce qui va se passer. Et naturellement, la vedette un peu là, qui va faire suite à nos séances d'information, c'est notre consultation en ligne que vous pourrez, dès le 4 mars, aller sur le site web et Mme Bellemare va vous mettre l'adresse sur le web où vous pourrez, dès le 4 mars, répondre à ce questionnaire en ligne, justement, là, questions sur le secteur qui vous concerne. Alors, l'objectif de la soirée, c'est très simple, information et répondre à vos questions et entendre vos préoccupations. Alors, sans plus tarder, je passe le mot de bienvenue à Mme Maude Mercier-Larouche. Merci, Mme Pelletier. D'abord, je veux vous dire merci pour votre présence à tous. Sachez qu'il y a un grand enthousiasme de ma part, une fébrilité dans toute cette démarche-là de consultation publique là, concernant l'insertion du tramway dans votre secteur, le secteur quartier. Notre administration le dit souvent, hein, on l'a martelé. Pour nous, c'est vraiment capital d'ouvrir le dialogue avec vous, d'être à l'écoute de vos préoccupations, à l'écoute des interrogations que vous avez pour vous entendre, comprendre et aussi pour préconiser là, vraiment toute la réciprocité dans l'échange et qu'on puisse s'imprégner des enjeux qui vous touchent et que vous percevez. Donc, ce soir, c'est une rencontre qui est dédiée aux commerçants, bien qu'il y ait des citoyens avec nous, parce qu'on comprend, pour vous, les commerçants, il peut y avoir là, quand même certaines préoccupations qui divergent de celles des résidents ou des travailleurs du secteur, par exemple. Donc, on arrive avec toute une équipe, Mme Pelletier l'a dit, professionnels du bureau de projet, les experts qui vont en premier lieu là, vous présenter l'insertion, les gens aussi du service des transports de la Ville qui vont vous aiguiller pour répondre à vos interrogations parce qu'on peut comprendre là, que les mesures de mitigation qui ont été envisagées, ça vous intéresse de les connaître, bien entendu. Alors, l'objectif ce soir, c'est vraiment d'éliminer le plus de zones grises possible et c'est venir aussi là, dénouer les nœuds qui pourraient subsister à vos esprits. Donc, toutes les questions sont bonnes à poser. On souhaite qu'il y ait le moins de zones grises là, quand on va terminer la rencontre ce soir. Je vous rappelle aussi qu'il y a des choses qu'on avait annoncées qui ne changeront pas, soit le tracé du tramway, bien entendu, le nombre de stations et la localisation des stations. Donc, je vous invite vraiment à profiter du temps qui vous est accordé ce soir pour vous concentrer sur les bons éléments qui concernent la consultation d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est un sujet qui est très intéressant, le tramway, mais qui peut être sensible aussi. Donc, bien sûr, également, là, je vous invite à conserver un ton courtois et faire en sorte que l'échange se déroule dans la collégialité. Alors, pour ma part, je serai là pour prendre vraiment là, des notes avec ma collègue Mélissa Coulombe-Leduc pour recenser toute l'information
questions et revenir à la mairie avec cette réflexion-là à avoir. La table, elle n'est pas aux élus ce soir. Elle est là pour vous, les commerçants, à prime abord et les citoyens qui sont là. Donc, on sera là, Mélissa et moi, davantage à titre d'observatrice pour vraiment vous laisser toute la place parce que c'est vous qui méritez d'avoir la tribune ce soir, chers citoyens, pour poser vos questions au maximum et profiter de cette rencontre-là qui est à votre disposition. Alors, j'avais dit que je serais brève. C'est à vous. Donc, Mme Pelletier, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Mme Mercier-Larouche. Alors, je reviendrai peut-être pour les fonctionnalités Zoom parce que pour le moment, notre discussion ne sera pas activée. Il va l'être après la présentation. Puis je vous dirai comment poser vos questions par écrit si vous n'êtes pas à l'aise avec la caméra ou le micro. De même, pour ceux qui sont en téléphone, là, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont au téléphone. Je vais vous indiquer comment vous pourrez prendre la parole là, avec étoile 9 et étoile 6. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la présentation. Alors, je vais passer la parole à M. Maxime Belland. C'est très bien, M. Belland, on voit très bien l'image. Simplement ouvrir votre micro et c'est parfait. Merci. Parfait. En plus, je vais laisser Dan Genet faire la première partie. Oui, effectivement. Donc, sans plus tarder, merci à tout le monde d'être parmi nous ce soir. Grand plaisir de pouvoir vous partager l'état de la situation à l'égard des tramways dans les quartiers Montcalm et Saint-Jean-Baptiste. On vous propose une présentation qui est quand même assez dense en informations, environ 90 diapos, qu'on souhaite livrer dans environ 45 minutes. 4 grands blocs d'informations. Premièrement, très rapidement, une mise en contexte du tramway. Deuxièmement, de revenir sur les éléments clés de l'insertion d'un tramway. Et là où on va vraiment sauter dans le vif de l'action, c'est au point 3 avec les quartiers Montcalm et Saint-Jean-Baptiste. Et on terminera avec des prochaines étapes. Donc, sans plus tarder, on se lance dans la mise en contexte. Donc, un rappel du pourquoi du tramway. Le tramway, c'est la colonne vertébrale du réseau express de la capitale. Le réseau express de la capitale, c'est 4 grands projets. C'est le tunnel Québec-Lévis, c'est l'interconnexion de la Rive-Sud au pôle d'échange de Sainte-Foy, c'est les voies réservées et finalement, c'est le tramway de Québec. Donc, c'est une colonne vertébrale qui vient essentiellement relier les grands générateurs de déplacement que sont le plateau de Sainte-Foy, le pôle urbain Belvédère, la colline parlementaire et le pôle d'Estimoville. Donc, on relie les grands générateurs de déplacement et c'est là où il y a la plus grande densité de population, d'emploi et de lieux d'études ici à Québec. Donc, à la prochaine diapo, ce qu'on vient vous indiquer, c'est le tracé lui-même qui débute à l'extrémité ouest au pôle Legendre et qui se termine à l'extrémité est au pôle d'échange d'Estimoville. Et en cours de route, on vient relier 29 stations, dont 27 sont en surface et 2 sont en souterrain. Donc, on parle d'une distance totale de 19,3 km avec une distance moyenne entre les stations de 690 mètres. Vous noterez nécessairement que il y a la portion en tunnel là, qui est d'une insertion totale de 1,8 km. Hein? Donc, qui va relier essentiellement le jardin Jean-Paul Lallier à l'avenue Turnbull. Donc, le boulevard René-Lévesque représente une portion très importante du tracé. On parle de presque 4 km sur le 19 km du tracé. On a l'insertion en surface entre la station Miran et l'avenue Turnbull et par la suite l'insertion en tunnel jusqu'au jardin Jean-Paul Lallier. Pour ce soir, la portée essentiellement de la consultation publique se limite au secteur de la station Belvédère jusqu'à l'avenue Turnbull. Donc, prochaine. Juste un rappel que le projet du tramway, oui, s'inscrit dans le réseau express de la capitale, comme je mentionnais un peu plus tôt, mais c'est aussi un projet qui complète une réalisation complète du transport en commun à Québec. Hein. Donc, le tramway vient remplacer les autobus sur le boulevard René-Lévesque, tout en maintenant des services de bus existants sur le chemin Sainte-Foy et la Grande Allée. Et on a le maintien dans la même desserte des autobus sur la colline parlementaire. Donc, c'est une mise en contexte très rapide pour vous rappeler la base même du projet de tramway. Prochain bloc d'information, Maxime Belland, qui est notre chef de tronçon, qui est responsable pour le boulevard René-Lévesque, va porter les éléments. À toi, Maxime. C'est Alejandro Calderon qui va porter cette partie-là.
Oui, il n'y a pas de problème. Merci Maxime, merci d'enjeuner. Concernant le tramway, là, une suite d'introductions, hein, c'est juste aussi de mener à l'avant-plan que ce n'est pas seulement un projet de transport, c'est un projet avant tout d'aménagement urbain hein, via les transports en commun. Ce qu'on veut faire avec l'arrêt du tramway, c'est de créer une nouvelle ambiance hein, dans tous les quartiers qui sont traversés, comme Dangenet l'a mentionné tantôt. On pense à l'espace, l'ensemble de l'espace d'une façade à l'autre, en respectant l'esprit des lieux. On sait que chaque quartier a ses particularités et c'est pour ça qu'on s'est doté d'un outil qui s'appelle les guides de ligne directrice de design, qui inclut une stratégie de végétalisation. Alors, c'est quoi cet élément-là? C'est un cahier, c'est un outil, un catalogue là, qui nous permet euh, d'écrire quel est le langage et c'est quoi que ça va donner dans la réalité quand le projet va être finalisé. On l'a toujours dit que l'insertion du tramway à Québec est inspirée des exemples européens, particulièrement français, et on veut, comme ils l'ont fait de l'autre côté de l'Atlantique, créer un repère urbain fort, structurant et intégrer la vie urbaine, mais bien sûr adapté aux particularités de Québec. Rien n'est laissé au hasard dans ce qu'on réfléchit. On l'a fait dès la conception des références qu'on est en train de finaliser pour passer à la suite à la conception finale et à l'exécution. Suivante. Je vous l'ai mentionné, on pense selon une approche de façade à façade. Ce n'est pas seulement ce qui se passe au centre de la rue avec le système de transport là, qui est ici identifié en bleu. On revoit l'ensemble de l'espace public. Alors, ça veut dire qu'en termes de surface, on va réfléchir aux trottoirs et aux voies de circulation, quel est l'espace que ça doit prendre. On va réfléchir à la végétation aussi, comment la pérenniser et comment l'amener à un autre niveau. On pense aussi à l'éclairage, au mobilier urbain. Tout ça, c'est inclus aussi dans les guides des lignes directrices de design. Et on pense aussi aux infrastructures souterraines. Il y a une bonne raison pour ça, si on passe à la prochaine diapositive, c'est parce qu'avec l'arrivée du tramway, on propose une plateforme exclusive. C'est ça qui nous assure une fiabilité et une attractivité au service des tramways en toutes conditions. Et c'est une constante dans des projets semblables. Qu'est-ce que ça veut dire une plateforme fiabilisée? Ben, ça veut dire qu'il ne peut y avoir aucune infrastructure sous la plateforme ou sous les quais des stations non plus, sauf des exceptions très, très ponctuelles, c'est à éviter. Et le but, c'est d'éviter l'interruption des services si jamais il y a un bris de n'importe quelle conduite ou infrastructure souterraine. Suivante. On profite du même coup pour les mettre à niveau. Hein. On les déplace, mais on les met à niveau en fonction de leur âge, leur niveau de désuétude, parce que ça existe aussi. C'est une infrastructure qu'il faut renouveler, mais aussi un lien avec les potentiels de développement d'un secteur quelconque. Du même coup, on profite pour procéder à l'enfouissement des fils aériens qui distribuent l'électricité aux maisons. Également, les télécommunications. Si on pense plus à ce qui est les stations, là, les points d'accès au réseau, on a quelques diapositives pour vous démontrer comment fonctionne une station. Ce qu'on voit ici, c'est un cas générique, ce n'est pas une station en particulier, mais ce qu'on voit, c'est une station à quai latéraux. Chaque quai va dans chacune des directions. Là. Si on passe à la prochaine diapositive, il va y avoir des bulles qui apparaissent. Merci. Chaque quai est muni d'un chauffage radiant. L'objectif, c'est d'éviter l'accumulation de neige ou de glace. On a aussi à chaque extrémité de ces quais-là, ce sont des quais de 29 cm qui permettent d'avoir un accès à un niveau du véhicule. Bien, il y a des rampes, bien sûr, hein, parce que l'objectif, c'est d'assurer l'accessibilité universelle au tramway. Sur chacun des quais, il y a des abris qui sont munis de chauffage qui est activé selon la présence ou la volonté des utilisateurs. Et les dimensions de ces abris-là varient en fonction du secteur et de l'achalandage. Ça aurait été inutile de couvrir l'ensemble du quai avec un abri qui serait sous-utilisé. On vient de cette façon-là rentabiliser l'effort et la présence de la station dans l'environnement urbain. Suivante. Alors, on voit une image à l'échelle du piéton ou de l'usager. Ici, je suis dans un quai pour une direction, supposons est, et je vois vers le quai en direction ouest. Suivante. On pense aussi à la façon de se rendre aux stations. Hein. Ce qu'on vient exemplifier ici, c'est une insertion axiale où le tramway et les stations sont au centre de la rue. C'est très présent sur le boulevard René-Lévesque.
on propose évidemment des traverses piétons sécurisées et c'est aux deux extrémités du quai. Elles peuvent être signalisées avec des feux ou avec des panneaux. Suivante. Quand je vous ai dit que rien n'est laissé au hasard, c'est parce que dès la conception préliminaire, on prévoit toutes sortes d'éléments, comme le mobilier urbain ou la balustrade qui délimite les quais par rapport aux voies automobiles. Et vous le voyez aussi, on est très clair dans la forme et dans la facture qu'il doit avoir dans tout ce qui est le volet architectural et paysager. Suivante. Alors, en tout, on met de l'avant que la réseau de tramway, ça va supposer des bénéfices pour les citoyens avec la réseau de tramway fiable et efficace, un aménagement urbain renouvelé, la remise en œuvre des infrastructures municipales, autant en surface qu'en souterrain, des stations qui sont bien intégrées et qui favorisent l'intermodalité, des accès sécuritaires et confortables pour les piétons et les cyclistes, la création de nouveaux espaces publics, la rue étant un espace public par excellence, mais aussi il y a quelques places et placettes qui vont venir s'ajouter, et la question évidemment de l'accessibilité universelle qui est une condition généralisée dans le transport en commun du 21e siècle. Je cède la parole ici à mon collègue Jérôme Poubry maintenant. Merci. Bonjour, merci Alejandro. On va regarder un peu plus comment se déplacer au pourtour de la plateforme suivante. On l'a déjà expliqué, là, une plateforme exclusive, c'est surtout en fait pour gérer par rapport aux autres usagers l'interaction, mais l'interface. Comme un trottoir un peu avec une chaussée où on a une légère surélévation pour bien comprendre où c'est que les citoyens doivent se déplacer et aussi assurer leur sécurité. Donc là, on a une insertion axiale. On voit de chaque côté, comme sur les images. Monsieur Poubry, passer à la suivante. Oui. Je vous interromps. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu plus fort, si possible? Oui. Ce serait apprécié. Bon. J'ai mon micro qui est déjà un mieux. peu décalé. Oui. Ah, excellent. Merci. Merci de me le mentionner. Donc, on a une insertion axiale. Il y a différents types d'insertion. Ici, là, on voit l'interface avec les chaussées de chaque côté. Si on passe à la suivante. Donc, on voit des exemples de photos d'aménagement qui sont utilisés un peu partout dans le monde, soit en France ou dans les pays scandinaves ou au Canada dans les images du bas. Suivante. Au niveau des carrefours, donc là où les différents usagers vont se croiser, on s'assure de la sécurité de ces croisements par des traversées à niveau pour que l'ensemble des usagers, automobilistes, piétons et cyclistes puissent se mouvoir. Et on a aussi des aménagements spécifiques, tels des espaces d'attente pour les piétons et les cyclistes entre les voies du tramway puis la chaussée pour assurer une meilleure sécurité. Suivante. C'est un croquis très schématique, mais qui vient expliquer, dans le cadre d'une insertion axiale, comment s'aménage une intersection. Donc, au milieu, on voit là la traversée de niveau pour que les véhicules ou cyclistes qui seraient sur la chaussée puissent traverser la plateforme tramway. Et ce qu'on voit, c'est qu'entre la plateforme tramway et les chaussées, il y a ce qu'on appelle des espaces d'attente. Ça, c'est ce qui permet en fait de, je dirais, décomposer la traversée piétonne. Aujourd'hui, sur les boulevards, souvent, on est obligé de traverser 4 voies d'un coup. Donc là, on va pouvoir les traverser en plus petites sections qui sont relativement courtes et d'avoir des temps d'attente pour reprendre de l'information. Ça permet aussi d'avoir beaucoup plus d'opportunités, de fenêtres pour pouvoir traverser la rue plus souvent. Suivante. Ensuite, une fois qu'on a expliqué la traversée de la plateforme, il faut comprendre qu'on a repensé, qu'on a analysé l'ensemble de l'accessibilité des quartiers qui étaient de chaque côté de la plateforme. Et on l'a fait pour tous les modes de déplacement. Donc, si on regarde les piétons et les cyclistes, les critères qu'on s'est donnés là, de façon générale, c'est pour savoir où c'est qu'on allait mettre de la signalisation afin d'assurer une traversée sécuritaire de ces deux modes-là. C'est sûr que les lieux et les rues qui génèrent actuellement beaucoup de déplacements ont été conservés. On est venu en ajouter aussi pour les stations du tramway afin qu'on puisse accéder de chaque côté, comme l'a mentionné Alejandro un peu plus tôt. On a regardé aussi tous les liens cyclables projetés dans le plan directeur afin que les aménagements soient déjà en place. Et donc, quand le lien cyclable sera mis après, après la mise
du tramway, par exemple, il n'y aura pas besoin de faire de travaux sur la ligne de tramway. Et on est venu aussi voir toutes les rues commerçantes là, pour en maximiser les déplacements piétons. Donc, globalement, hein, quand on regarde sur l'ensemble du tracé, on est venu ajouter 57 là, de traversées piétonnes et cyclables signalisées afin de vraiment en faire bénéficier là, toute la perméabilité piétonne et la vie de quartier qui va se passer de chaque côté du tramway. Donc, au final, c'est plus de carrefours sécuritaires et accessibles là, pour tous les piétons. Si on prend un exemple qu'on a mis au niveau du boulevard René-Lévesque, donc le trait jaune au milieu, c'est le boulevard René-Lévesque. Tout à gauche de l'écran, on a l'avenue Mirand, puis tout à droite de l'écran, on a l'avenue Turnbull avec la station Cartier. Fait que là, on remarque sur la photo tous les logos où on a un symbole de piéton. C'est tous les endroits où il va y avoir des traversées signalisées pour pouvoir traverser la plateforme puis rejoindre une rue d'un ou de l'autre. Là où il y a des logos de vélo, c'est là où les traversées vont être permises pour l'ensemble des cyclistes. Et après, là, on a les logos d'une automobile. C'est là où la traversée, en fait, est permise pour tous les véhicules. Fait que globalement, si on le regarde au niveau des cyclistes et des piétons, là, on vient passer d'une interdistance de 230 mètres entre deux traversées piétonne signalisée à une distance de 165 mètres. Fait que ça va permettre de raccourcir les temps de parcours de nombreux piétons pour se déplacer dans les différents quartiers qui longent le tramway. On a fait aussi le même exercice avec les véhicules. Au niveau des piétons et des cyclistes, on est à une échelle, je dirais, beaucoup plus locale parce que la distance qu'ils parcourent est plus courte. Au niveau de tout ce qui est véhicule motorisé, on l'a regardé à une échelle beaucoup plus grande. Donc, si on regarde le tableau, la deuxième ligne où il y a marqué élevé, là, on est venu vraiment regarder l'ensemble des artères à l'échelle de la ville, puis celles qui croisaient le tramway. Et ça c'est ce qui permet d'irriguer la ville, je dirais, pour tous les véhicules motorisés. Fait qu'elles sont restées traversantes à 100 %. Ensuite, quand on tombe dans la ligne qu'on appelle modérée, c'est plus des rues, je dirais, comme l'avenue des Érables ou de Bougainville, des rues, je dirais, avec une intensité de circulation plus modérée, sont relativement importantes pour aller de quartier à quartier ou même à l'intérieur d'un quartier. Donc, globalement, des fois, il y a un peu de redondance. On les a laissées ouvertes en grande majorité, là, 31 sur 46. Puis quand on tombe dans les rues à beaucoup plus faible trafic, donc là, c'est beaucoup plus des rues de vie de quartier. Celles-ci, on est venu la plupart du temps ne pas les faire traverser la plateforme parce que ça leur permet aussi de venir contrôler toute la circulation de transit et puis de leur laisser vraiment, je dirais, une intensité faible au niveau de la circulation. Mais c'est aussi celle-ci où on est venu ajouter le plus de traversées piétonnes pour venir accompagner là, toute cette vie de quartier. Donc, globalement, on a regardé les boulevards existants qui permettent la majorité des déplacements dans la ville, ceux qui permettent un accès facile au quartier, puis ceux qui génèrent beaucoup de déplacements aussi vers des grands centres de générateurs comme les centres d'achat ou autres. Puis, après ça, on est venu faire des études de circulation qui sont venues aussi à certains endroits mettre un peu plus de détails ou avec les événements spéciaux ou les services d'urgence pour avoir un portrait global et fonctionnel pour l'ensemble des services. Suivante. Donc ça montre si on prend juste les rues traversantes pour les véhicules motorisés, on voit que ça a en fait des quadrilatères. Et tous ces quadrilatères-là sont accessibles soit par, quand on est dans le cas de René-Lévesque, le chemin Sainte-Foy ou les grandes artères ou rues à trafic modéré comme Hollande, Belvédère, ainsi de suite. On peut aller à la prochaine. Au niveau des virages à gauche, donc quand on parlait d'accessibilité, on est revenu regarder carrefour par carrefour, quartier par quartier pour voir quand est-ce qu'il fallait les maintenir, quand est-ce qu'on pouvait les enlever. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est sur un boulevard comme celui de René-Lévesque, où on a une voie auto de chaque côté du tramway, dès qu'il y a un véhicule qui va être à l'arrêt, on va créer une file d'attente. C'est quand même des boulevards qui génèrent beaucoup de déplacements, donc on veut maintenir la fluidité sur ces axes-là. Il y a aussi une question de sécurité. Il faut comprendre avec une insertion axiale du tramway,
on place une configuration qui n'existe pas ou très peu dans la ville. C'est que si vous voulez tourner à gauche, vous avez la possibilité qu'à votre gauche, dans votre angle mort, il y a un véhicule qui arrive, comme le tramway. Et ça, c'est très accidentogène. Donc, c'est pour ça qu'on est venu majoritairement les enlever tout au long du tracé. Suivante. Globalement, donc, l'analyse et toute l'énergie a été mise pour maintenir l'accessibilité. Oui, il y a des changements de patron de circulation, mais l'accessibilité est maintenue. Ça permet aussi, tous ces aménagements-là, de recréer un meilleur partage de l'espace public entre tous les modes, puis s'assurer que tous les modes ont une bonne accessibilité aux différents quartiers, d'avoir des connexions efficaces entre les modes, que ce soit piétons, cyclistes ou cyclistes, tramway, et d'avoir des trottoirs aussi élargis pour avoir des cheminements piétons plus sécuritaires. Merci. Merci, Jérôme. Donc, dans la prochaine section, on vient traiter de façon vraiment plus spécifique de l'insertion de surface dans les quartiers Montcalm et Saint-Jean-Baptiste. Donc, comme Alejandro et Jérôme viennent de le présenter, vraiment dans la portion ouest du boulevard René Lévesque, on est en insertion axiale du tramway, donc au centre de la chaussée, comme on peut le voir sur l'image à gauche dans la diapositive. Donc, une insertion au centre avec de chaque côté une voie de circulation. Donc, au final, une voie de circulation par direction. Le secteur de l'avenue Cartier fait vraiment l'objet d'un traitement particulier en raison des défis qui lui sont propres. On rappelle également que le passage en souterrain, donc en tunnel, se fait à l'est de l'avenue Turnbull. On va voir des images d'ailleurs un petit peu plus loin. Puis, dans le secteur, il y a 3 stations de surface, donc les stations Belvédère, Brande et Cartier. Donc, le choix du nombre de stations et leur localisation est basé sur plusieurs facteurs. Donc, évidemment, l'efficacité du tramway, la densité d'activité, que ce soit résidentielle, commerciale, institutionnelle, ainsi que les grands générateurs d'emplois. Un autre facteur qui influence la localisation des stations, c'est la connectivité avec les réseaux piétons, cyclables et routiers. Et on vient également considérer le contexte urbain, notamment l'espace disponible pour venir implanter la station. Donc, l'insertion de surface dans les quartiers Montcalm et Saint-Jean-Baptiste se présente en 3 sous-secteurs. C'est vraiment sur cette base-là qui est séparée les prochaines sections de la présentation. Donc, dans un premier temps, on vient vraiment se concentrer sur la portion de part et d'autre de l'avenue Cartier, donc l'encadré vert, donc entre les avenues de Bourg-Lamarque et de Salaberry. Puis, dans un deuxième temps, on va aborder ce qu'on appelle les zones de transition, donc de part et d'autre de l'avenue Cartier. Donc, une zone de transition ouest qui s'étire de l'avenue Belvédère jusqu'à l'avenue de Bourg-Lamarque. Puis, une zone de transition est qui va de Salaberry jusqu'à la rue de Clairefontaine. Donc, on vient vraiment, comme je le disais, se concentrer sur le secteur de l'avenue Cartier dans la prochaine partie de la présentation. Donc, pour ce secteur, donc, je le rappelle, qui est compris entre les avenues de Bourg-Lamarque et de Salaberry, il y a 3 variantes d'insertion qui ont été étudiées pour ce secteur. Donc, 3 façons distinctes d'insérer, je devrais dire, le tramway. Les 3 variantes d'insertion sont les 3 coupes qu'on voit sur la présente diapositive, donc de gauche à droite, la variante 1, 2 et 3. La variante 1, qui est une insertion axiale, donc au centre de l'emprise, et permet l'aménagement de voies partagées de chaque côté. C'est l'option qui est actuellement privilégiée par la Ville. On revient avec une coupe plus détaillée de la variante à la prochaine diapositive. L'image du centre correspond à ce qu'on appelle la variante 2, donc qui est une insertion latérale du tramway avec le maintien d'une voie de circulation. Donc, on voit le tramway qui est inséré légèrement en rive, qui permet de maintenir une voie de circulation adjacente à la plateforme, puis des espaces de trottoir de chaque côté. Dans ce cas-ci, la voie de circulation est en direction est, donc du secteur Montcalm vers le secteur de la colline parlementaire. Puis, la dernière variante, la variante 3, est une insertion axiale, donc au centre encore de l'emprise, avec de part et d'autre une voie de circulation, là, comme on le voit bien sur la coupe. Donc, la variante 1, là, je le rappelle, qui est la variante actuellement privilégiée par la Ville, est vraiment celle qu'on voit sur la présente coupe. Donc, c'est la variante avec voie partagée. On a donc le tramway qui est inséré au centre de l'emprise avec de part et d'autre les voies partagées. Dans ce type d'insertion, on a une plateforme qui est légèrement surélevée, donc d'environ 5 cm là, par rapport aux voies partagées de part et d'autre. Donc, les voies partagées qui sont les portions tramées en orange sont vraiment des voies où les espaces sont partagés, comme on peut le voir, là, entre les différents utilisateurs, donc cyclistes, piétons et automobilistes.
Donc, c'est vraiment un type d'insertion qui vient bonifier les espaces pour les déplacements actifs. L'accessibilité automobile est tout de même permise, dans le fond, vraiment dans des faibles débits, à basse vitesse, là, et vraiment dans une optique d'accessibilité locale au commerce et aux résidences. Ici, on a des images, le type d'insertion avec des aménagements de type voie partagée. Donc, 2 exemples sur la portion gauche de la diapositive. Sur la rue nationale à Tours, en France, on voit là, bien la plateforme, l'espace tramway qui est exclusif. Il y a uniquement le tramway qui circule dessus. Mais de part et d'autre, on voit bien là, les aménagements de type voie partagée, où les piétons s'approprient l'espace. On voit également sur la portion inférieure là, de la diapositive, là, quand on dit que c'est vraiment accessible dans un objectif d'accéder au commerce, aux résidences, on voit un véhicule là, qui est en train de réaliser une livraison là, en rive de la voie partagée. Sur la portion droite, c'est la situation future sur la rue de la Couronne. Donc, c'est cette insertion-là qui a été retenue également pour le secteur de la rue de la Couronne dans Saint-Roch, où on vient créer là, un axe de déplacement actif là, très fort. En ce qui concerne le secteur, toujours le secteur quartier, vraiment le secteur nous paraît très propice à l'atteinte des objectifs visés par l'aménagement de rues partagées. Les principaux objectifs là, sont d'offrir plus d'espace et de confort aux piétons, de réduire le nombre de véhicules et leur vitesse de circulation. Les autres principaux objectifs, améliorer la sécurité de tous les usagers, revitaliser les activités urbaines et commerciales et améliorer globalement la qualité de l'espace public. Donc, le secteur de l'avenue Cartier là, présente vraiment des défis d'insertion qui lui sont particuliers. C'est ce qu'on vient présenter là, sur la portion gauche de la diapositive. Parmi les principaux défis du secteur, là, on a une emprise restreinte, une forte concentration de déplacements actifs, une importante activité commerciale et d'animation, également une forte densité ainsi que des besoins en accessibilité et la notion de transit véhiculaire. Donc, aux prochaines diapositives, on vient vraiment traiter de chacun de ces défis d'insertion qui sont particuliers là, au secteur quartier. Donc, lorsqu'on parle d'emprise restreinte, là, on réfère au fait que l'espace disponible pour venir insérer le tramway et les infrastructures de part et d'autre est contraint, ce qui amène des enjeux en termes de proximité d'arbres et des bâtiments. On note également une forte concentration de déplacements actifs, ce qui fait qu'on a des défis en termes pour assurer, je devrais dire, la sécurité et le confort des modes actifs, assurer également des traversées, des intersections qui sont sécuritaires, tout en maintenant un accès autant à la station de tramway qu'à la rue commerciale. En termes d'activité commerciale et animation, évidemment, les principaux défis, c'est d'assurer les livraisons commerciales, de maintenir les animations et activités existantes tout en assurant là, un espace public de qualité et convivial. En ce qui concerne la densité et l'accessibilité, on réfère à la forte mixité des usages dans le secteur quartier, à la nécessité d'assurer une interface harmonieuse entre les aménagements privés et publics, et évidemment, maintenir des accès aux bâtiments existants. Puis évidemment, la notion de transit véhiculaire réfère à l'artère est-ouest qui est actuellement le boulevard René-Lévesque, qui relie notamment le secteur de la colline parlementaire avec l'Université Laval. Donc, à la présente diapositive, on va mettre en relation les différentes variantes d'insertion avec les défis d'insertion propres au secteur quartier qu'on vient de présenter là, rapidement. Donc, on voit dans chacune des colonnes du tableau qui va apparaître progressivement chacune des variantes. Donc, variante 1, donc aménagement de voies partagées. Une variante 2 qui permet le maintien d'une voie de circulation. Puis la variante 3 qui permet de maintenir une voie de circulation par direction. On vient donc indiquer pour chacun des défis si la variante d'insertion, comme on le voit sur la légende dans la portion inférieure de la diapositive, est très compatible, moyennement compatible ou non compatible avec le défi. Donc, si on prend la notion d'emprise restreinte, là, je rappelle qu'il réfère au fait que l'espace est très contraint dans le secteur de l'avenue Cartier. Les variantes 1 et 2 nous paraissent très compatibles avec le fait que l'espace est restreint. En contrepartie, on a une variante 3 qui nécessite davantage d'espace et qui se trouve à être beaucoup moins compatible, qui a des impacts plus importants sur le cadre bâti et sur les arbres notamment. En termes de concentration de déplacement actif, évidemment, la variante 1 qui vise à l'aménagement de voies partagées est beaucoup plus compatible avec la notion d'améliorer les espaces pour les déplacements actifs. Et en contrepartie, les variantes 2 et 3 nous paraissent être moins compatibles puisqu'elles ne permettent pas de bonifier de façon là, significative les espaces pour les déplacements actifs. En ce qui concerne l'activité commerciale,
La variante 1, encore là, nous paraît être très compatible puisque c'est elle qui permet d'assurer un meilleur accès pour les livraisons commerciales dans le secteur en maintenant les zones de débarcadère. En contrepartie, les variantes 2 et 3 présentent plusieurs enjeux en termes d'accès aux livraisons puis en termes de bonification de la qualité des espaces publics de façon générale. En termes de densité et d'accessibilité, encore là, la variante 1 nous paraît être plus compatible avec les particularités du secteur quartier, notamment parce qu'elle permet de maintenir l'accès aux bâtiments riverains, ce qui est un peu l'enjeu principal dans le cas de la variante 2. Donc, le fait d'avoir une seule voie dans une seule direction d'un côté de la plateforme vient priver les bâtiments du côté opposé à la voie de circulation de leur accès, ce qui présente un enjeu majeur pour la variante 2. Puis finalement, en termes de transit véhiculaire, la variante 1, évidemment, avec une implantation de voies partagées, ne permet pas de maintenir le transit sur le boulevard René-Lévesque comme on peut le connaître actuellement. En contrepartie, à l'autre opposé, une variante 3 avec une voie de circulation par direction peut évidemment favoriser le maintien d'un certain transit sur le boulevard. Donc, si on veut résumer très rapidement les 3 variantes qui ont été analysées à l'heure actuelle, à l'extrémité droite, la variante 3, globalement, présente des enjeux de compatibilité avec le secteur quartier en raison de l'emprise qu'elle nécessite. La variante 2, qui représente une situation un peu hybride, donc entraîne plusieurs enjeux, comme je l'ai dit, en termes d'accessibilité, considérant le maintien d'une seule voie de circulation. Puis, globalement, la variante 1, avec les voies partagées, qui, je le rappelle, est l'option privilégiée par la Ville, et celle qui, de notre point de vue, répond le mieux aux défis du secteur quartier, en plus que le secteur, justement, est vraiment propice à l'aménagement de voies partagées, comme on l'a vu un petit peu plus tôt. Merci beaucoup, Maxime. Donc, je vais prendre le relais pour les 2 prochaines diapositives. Donc, un peu comme le présentaient mes collègues là, tout au long de la présentation, on croit que l'insertion de surface du tramway dans le secteur de l'avenue Cartier présente une très belle occasion là, de venir revoir l'entièreté de l'espace public puis de venir bonifier ce lieu-là pour y créer de nouveaux aménagements, mais aussi soutenir différents usages. Donc, c'est sûr que du point de vue de la Ville, la mise en place de voies partagées permet de poser un geste qui est très fort en matière d'aménagement urbain. Ceci étant dit, on amorce quand même une démarche de participation publique à ce sujet-là parce qu'on veut savoir si l'aménagement qui est préconisé à l'heure actuelle répond bien aux besoins, puis également là, sonder l'intérêt autant des citoyens et des commerçants là, pour ce type d'aménagement-là. Donc, tout au long de la présentation, je vais venir faire un peu le point sur la démarche de participation publique. Ma collègue Anne l'a mentionné d'entrée de jeu, là, il va y avoir un questionnaire qui va être mis en ligne dès vendredi et disponible pour les 3 prochaines semaines, puis dans lequel on va venir sonder là, la population sur différents éléments qui sont présentés dans le cadre de la présentation ce soir. Donc, si on parle plus spécifiquement du secteur de l'avenue Cartier, on va vraiment venir sonder spécifiquement sur l'insertion avec les voies partagées, comme on vous l'a présenté ce soir, donc pour savoir si une insertion qui est jugée intéressante ou non, si elle convient bien aux besoins, mais également sur les objectifs d'aménagement que vous souhaitez qu'on priorise dans le secteur. Donc, par exemple, est-ce qu'il est plus important de venir protéger les arbres existants, d'améliorer les déplacements actifs, de maintenir la circulation routière? Donc, c'est tous des éléments là, qui vont être inclus dans la consultation. Puis, on va également parler de toute la notion de vitesse de circulation. Donc, comme mon collègue Maxime l'a mentionné, un aménagement avec des voies partagées implique une réduction de la circulation automobile et des vitesses. Donc, ça va faire partie là, également des éléments sur lesquels vous allez être invités à vous prononcer dans les prochaines semaines. Donc, ça fait le point pour cette petite portion-là. Merci, Émilie. Donc, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, là, dans la prochaine partie de la présentation, on vient vraiment traiter de façon spécifique là, des zones de transition, donc de part et d'autre du secteur quartier. Donc, une insertion du tramway avec des voies partagées dans le secteur quartier vient modifier la fonctionnalité du boulevard René-Lévesque. Donc, considérant là, que le boulevard René-Lévesque actuellement accueille un certain volume de circulation véhiculaire. Donc, la création de zones de transition de part et d'autre du secteur de l'avenue Cartier viendrait assurer une meilleure compréhension de l'environnement par les usagers. Donc, c'est ce qu'on voit, là, à titre de rappel, là, les zones de transition de part et d'autre du secteur de l'avenue Cartier sont comprises là, entre les avenues Belvédère et de Bourg-la-Marque et entre les avenues de Salaberry et de Clairefontaine. Donc, dans les zones de transition, à des endroits spécifiques sur le boulevard René-Lévesque, il va être nécessaire d'implanter des contraintes signalétiques, là, donc de signalisation et physique, qui auront pour objectif là, de rediriger la circulation de transit
vers le chemin Sainte-Foy notamment et la Grande Allée, tout en maintenant l'accessibilité aux rues locales pour les résidents. Quand on pense à des contraintes signalétiques et physiques, on peut penser à l'exemple de la rue Père-Marquette, où les contraintes viennent rediriger à des endroits précis la circulation vers certains axes. Donc, ces éléments-là viseraient à permettre d'apaiser la circulation avant l'arrivée dans les voies partagées. Donc, les zones de transition visent aussi à réduire, comme on le disait précédemment, les débits et les vitesses de circulation avant d'arriver dans les voies partagées. C'est ce qu'on vient montrer ici là, avec une vue en plan du boulevard René-Lévesque, où on voit notamment le secteur de l'avenue Cartier qu'on a présenté précédemment avec la portion comprise entre Debourg-Lamarque et de Salaberry, où, comme c'est le cas dans les voies partagées, la vitesse de circulation automobile est limitée à 20 km/h. De part et d'autre, on voit les zones de transition. Donc, la zone de transition ouest, puis la zone de transition est, où la circulation automobile serait limitée à 30 km/h. Puis finalement, à chaque extrémité, une vitesse de 50 km/h pour les automobilistes, comme on peut le connaître actuellement. Donc, on vient d'une part ajouter certaines contraintes physiques et signalétiques pour venir limiter la circulation, puis en plus, on vient réduire les vitesses de circulation. Donc, les mêmes principes d'aménagement des intersections traversantes, donc les mêmes principes que Jérôme a présentés dans une partie précédente, s'appliquent dans les zones de transition, notamment en ce qui concerne les traversées de niveau, puis la mise en place de refuges de part et d'autre de la plateforme. Vraiment, dans les zones de transition, les mêmes principes d'aménagement s'appliquent. Donc, vraiment, en résumé, pour la zone de transition ouest qui va de Belvédère jusqu'à Debourg-Lamarque, on a une insertion du tramway qui est similaire à la portion ouest du boulevard René-Lévesque, c'est-à-dire une insertion, je le rappelle, au centre de l'emprise avec de part et d'autre une voie de circulation. Dans cette zone de transition, on vient ajouter des contraintes signalétiques et physiques pour venir rediriger à des endroits spécifiques la circulation vers les principaux axes parallèles, tout en maintenant l'accessibilité locale au secteur. Donc, tout ça pour objectif de venir réduire les débits et les vitesses de circulation en amont du secteur en voie partagée pour venir faciliter la compréhension par les usagers. Puis, en résumé, là, on passe d'un mode boulevard, comme on le connaît actuellement, à une rue à caractère beaucoup plus local. En ce qui concerne la zone de transition Est, qu'on voit bien sur la carte ici, l'intégration de la trémie, donc l'ouvrage qui favorise l'entrée et la sortie du tunnel dans une portion plus large du boulevard René-Lévesque, contribue à revoir l'aménagement du secteur et à venir réduire les débits de circulation. Donc, pour bien se localiser sur la carte, on a la rue de Clairefontaine qui est localisée sur la droite, l'avenue Turbo qui est localisée à gauche, puis on voit ici le Grand Théâtre de Québec. On voit donc que la trémie vient vraiment s'intégrer dans la portion plus large du boulevard René-Lévesque qui, d'une part, vient limiter les impacts sur les propriétés riveraines, puis ça vient vraiment aussi réduire les voies de circulation. Donc, actuellement, dans ce secteur-là, on a un boulevard d'environ 5 voies de circulation, puis à terme, il y aura une seule voie de circulation de chaque côté de la trémie. Donc, vraiment, l'ouvrage de trémie utilisé pour créer la zone de transition, puis ça permet également de venir bonifier la canopée dans le secteur, comme on le voit avec l'aménagement d'un terre-plein central. Donc, une autre vue ici de la trémie avec le maintien d'une voie de circulation par direction. Donc, encore moi qui reviens à la charge. Un peu de la même façon que pour le secteur quartier, la consultation va porter aussi, il va y avoir des questions spécifiques sur la notion des zones de transition, donc comme ce qui vient de vous être présenté par Maxime, autant pour la portion ouest que la portion est, là, donc vraiment de part et d'autre du secteur de l'avenue Cartier. Donc, comme on mentionnait, c'est certain que si on va de l'avant avec une insertion avec des voies partagées, mais ça implique de venir faire des transitions là, de part et d'autre, puis une transformation plus importante du boulevard René-Lévesque. Donc, de la même façon, vous allez être invité à vous prononcer sur les objectifs d'aménagement priorisés vraiment plus à l'échelle du quartier Montcalm, Saint-Jean-Baptiste, sur toute la notion de réduction du nombre de véhicules, des vitesses de circulation, sur les éléments d'aménagement qui sont souhaités à l'échelle du quartier. On a fait le point aussi rapidement sur la notion d'intersection traversante. Donc, cet élément-là va être inclus également à la consultation. Puis, n'ayez crainte, là, on va inclure des cartes là, également à même le questionnaire là, pour vous aider à bien localiser les intersections et pouvoir vous prononcer à ce sujet.
Également, c'est vrai, merci, je suis en train d'oublier que j'avais une autre diapositive pour la suite. Donc, si la Ville va de l'avant avec la mise en place de zones de transition, bien nécessairement, on va devoir regarder tous les déplacements à l'échelle du quartier. Donc, ce qu'on veut, comme Maxime l'a expliqué, c'est rediriger le transit vers des axes parallèles comme le chemin Sainte-Foy, la Grande Allée, mais éviter d'avoir du transit qui se déplace dans des rues locales, tout en s'assurant de maintenir une accessibilité pour les résidents du secteur. Donc, par la suite, là, suivant la démarche qui est en cours, il y aura d'autres rencontres de proximité là, qui pourront être mises en place pour impliquer les citoyens dans cette démarche-là, puis venir raffiner vraiment l'analyse à l'échelle du quartier. Oui, c'est mon tour, effectivement. J'attendais le call, Émilie. C'est bien correct. On va parler très brièvement des foresteries urbaines et on a une section aussi sur un nouvel aménagement d'espaces publics également. Juste pour mettre l'accent là-dessus, la foresterie urbaine, c'est une priorité du bureau de projet et de la ville aussi, qui a été regroupée sous 4 engagements spécifiques dans le cadre du tramway. En premier, on a la notion de protéger, puis la plupart de nos actions sont en synergie avec cet engagement-là. On pense à de nouvelles pratiques pour protéger les arbres qui existent le long du tracé, qu'on vient transformer en exigences strictes pour les partenaires privés qui sera chargé de la conception finale et de la réalisation du projet. Et on procède aussi à la sollicitation d'expertise dès la conception préliminaire jusqu'à la réalisation. Là, il y a des équipes dédiées en foresterie urbaine qui travaillent sur cette discipline-là. Deuxième grand engagement, c'est de bonifier. On s'est doté, comme je vous disais au début, d'un guide de ligne directrice qui inclut une stratégie de végétalisation qui nous indique quels sont les ratios, le type de végétaux qu'il faut implanter, quelles sont les essences qui sont les plus cohérentes par rapport aux différents endroits sur le tracé et aux différentes conditions en lien avec l'entretien et la situation climatique. Et on fait également un effort considérable en plantation. Assumé, en tant que ville, on prend en charge et on procède à l'entretien de la forêt urbaine et on va continuer à le faire. C'est un engagement qu'on renouvelle et qu'on amène à tout un nouveau niveau par rapport à ce qu'on était habitué de faire le long du tracé du tramway. Et finalement, impliqué, puisque les 3/4 de l'espace disponible pour planter des arbres est sur des terrains privés. Alors, il faut travailler de façon personnalisée avec des propriétaires pour arriver à nos buts. Et que notre promesse est de protéger, entretenir et faire croître la canopée pour plusieurs générations. Un grand projet comme le tramway là, sur 19,3 km, c'est sûr qu'il a des impacts et on le reconnaît dès le début. Et ça, c'est une information. Ce que vous voyez ici à l'écran, les chiffres qui vont apparaître ne datent pas d'aujourd'hui. Ils sont sortis à la fin du mois d'octobre dernier et c'est la même situation dans laquelle on a 7133 arbres le long du tracé. Il y a une très forte proportion, comme vous voyez, là, plus que 5500 qui sont protégés ou qui peuvent faire l'objet de transplantation. Et on procède à l'abattage de 1584 arbres, à l'intérieur desquels il y a 417 qui sont des arbres ou des arbustes remplaçables, ça veut dire de très faibles diamètres, de 1 à 14. Ce ne sont pas d'arbres matures encore. Et 324 graines que vous le savez probablement sont attaqués par une maladie qui touche cette essence d'arbre-là. Si on fait un zoom de ce qui se passe sur le boulevard René-Lévesque, 3,9 km sur les 19, on l'a décortiqué en deux morceaux. En premier, on a ce qui va des Mirans à des érables, qui n'a pas fait l'objet des variantes, là, mais qui a toujours été un peu plus fixe en termes de conception. On a à peu près plus de 1000 arbres et desquels 922 sont conservés. Fait que si on fait apparaître l'encadré, on parle de 82% des arbres qui sont protégés ou transplantés. Dans la portion qui a fait l'objet des variantes des érables à Turnbull, on a 162 arbres qui sont protégés, ce qui nous amène à 86%, ce qui est tout à fait conséquent ou même plus généreux, si on veut, là, par rapport à ce qu'on a sur le reste du tronçon. Alors, c'est pour ça qu'on est très à l'aise de mettre de l'avant
cette variante-là parmi d'autres raisons qui vous ont été exposées. Très important de la note qu'il y a en bas des tableaux, les quantités évolueront, hein, puis ça, on l'avait dit la dernière fois qu'on a présenté cette information-là. Lorsqu'on aura finalisé la conception de la branche de l'Est qui va du pôle Saint-Roch au pôle d'Estimaville et quelques efforts d'optimisation qui seront menés sur le tracé. Suivante. Je vous avais parlé des engagements, puis l'engagement bonifié, c'est en soi un objectif qui est très ambitieux, mais on le met de l'avant en collaboration avec d'autres équipes à la ville pour ajouter 30 000 arbres supplémentaires pour atteindre une cible de compensation qui est de 20 pour 1. Ça veut dire qu'il y aura 20 arbres plantés pour chacun des arbres qui seront abattus le long des quartiers qui sont traversés par les tramways. Ça ne sera pas dispersé à l'ensemble de la ville. On va cibler vraiment les quartiers qui sont touchés. On n'attend pas 2023 là, qui est le coup d'envoi pour le partenaire privé pour le faire. Là. Il y a déjà de nouvelles plantations qui sont effectuées en amont des abattages pour assurer la croissance optimale de la canopée et se préparer à pallier à ces pertes avec un ratio qui sort de la littérature scientifique. Ce que ça veut dire en 20 pour 1, c'est qu'on conserve les avantages écologiques et les services écologiques d'un arbre abattu en plantant tout de suite 20. Là, que ça veut dire qu'au jour zéro, on n'a aucune perte nette, on n'a pas à attendre que ces arbres poussent, qu'ils atteignent leur plein déploiement. Tout ce qui vient après la plantation, c'est juste un gain en continu. Suivante. On passe à la dernière partie de la présentation avec la notion de la place publique quartier. Suivante. On l'a vu un peu plus tôt dans la présentation, dans le coin de René Lévesque et de l'avenue Cartier. On va avoir une insertion, ce qu'on vous propose est une insertion avec voie partagée, si on voit la prochaine image. Voilà, avec une station en quai décalé. On a un espace, hein, un vide qui est à remplir, qui est l'ancienne station-service Shell. On a d'autres besoins pour le tramway, si on fait apparaître la prochaine diapositive. Il y a des besoins techniques. Un bâtiment utilitaire en ligne qui fournit l'alimentation électrique du tramway dans ce secteur-là est nécessaire, fait qu'on les recule comme équipement technique, mais il nous reste encore un espace qui est somme toute très, très intéressant d'un point de vue urbanistique. Et on a pensé que c'était une excellente idée d'amener un nouvel espace public avec des usages multiples, est en continuité aussi avec les grands succès qu'on a vus de ce qu'il y a juste de l'autre côté de l'avenue, qui est la place Richard Garneau. Suivante. On n'a pas voulu arriver avec une page blanche. Hein. Les équipes à l'intérieur de la ville ont une connaissance quand même non négligeable sur les besoins qu'il y a dans le secteur et le dialogue est ouvert avec vous, bien évidemment. Mais on est venu avec un programme déjà pensé pour répondre à des besoins. Si on va de gauche à droite à une scène artistique, ça va permettre d'avoir une animation de l'espace. Vous voyez une esplanade tout le tour. Au milieu, c'est la grande partie de la place, une forêt urbaine en lien avec les efforts de plantation dont je viens de vous parler dans la diapositive précédente, tout en sachant que dans des quartiers centraux comme Montcalm ou Saint-Jean-Baptiste, c'est un défi. Hein, ce n'est pas l'espace. On va avoir des besoins d'espace importants. Et finalement, en synergie avec l'avenue Cartier, pour fermer l'espace, là, on vient créer ce qu'on appelle un espace multifonctionnel. C'est un bâtiment qui peut servir à différentes fins. Ça peut être une vitrine culturelle, ça peut avoir une possibilité commerciale saisonnière pour animer l'espace public. On sait aussi qu'il y a un besoin de toilettes publiques dans les secteurs, autant pour les habitués que pour les touristes là, qui se promènent dans ce secteur-là. C'est un élément qu'on est très conscient à la ville qui est manquant. Et aussi la question de clore le reste des espaces par rapport aux voisins avec des supports muraux et des œuvres d'art en synergie avec la particularité du quartier des Arts, là où on se situe. Suivante. Ici, on est sur l'avenue Cartier. Si on voit l'espace multifonctionnel, bon, c'est sûr que c'est un concept. Hein, ici, on voit quelle est
les différents modules là, qui peuvent servir à différentes fins. Lieu de repos, une vitrine culturelle, comme je vous disais, un espace commercial possible. Tout ça, c'est des éléments qui sont mis à l'avant-plan pour faciliter la discussion. Suivante. Ici, c'est une vue à partir de la scène artistique. On voit l'espace esplanade qui l'entoure, une portion. On voit l'espace végétalisé aussi. Et on voit en toile de fond le boulevard René-Lévesque. Suivante. Voilà, c'est à toi, Émilie. Merci beaucoup, Alejandro. Donc, vous ne serez pas surpris là, de voir là, que la notion de place publique et d'utilisation du site de l'ancienne station-service va aussi faire partie de la consultation qui s'amorce. Donc, on croit là, du point de vue de la Ville que c'est une belle occasion de redonner cet espace-là aux citoyens puis de venir faire un aménagement qui est particulier et qui répond aux besoins du secteur. Donc, on va avoir une partie de la consultation qui va également porter sur les aménagements qui sont souhaités. Donc, mon collègue vous a présenté différentes utilisations qui étaient possibles, un certain plan de l'espace. On veut savoir si le tout répond aux besoins, si l'aménagement convient. On va également le sonder sur toute la question d'espace multifonctionnel et d'usage qu'on pourrait donner à ce bâtiment-là et sur les différents éléments là, prévus dans l'aménagement. Donc, ça va également faire partie, l'objet d'une portion de la consultation publique. Donc, merci beaucoup, Émilie, Alejandro, Maxime et puis Jérôme. Donc, ce qu'on a voulu faire ce soir, c'est si vous partagez, je veux dire, l'état de la situation dans les quartiers Montcalm et Saint-Jean-Baptiste. Puis si on voit la prochaine diapo. Donc, effectivement, on se retrouve dans une situation où lorsque le projet avait été lancé, annoncé en mars 2018, on avait un tunnel long qui sortait essentiellement à la hauteur de l'avenue des Érables. Et par la suite, dans un contexte de ramener le tunnel à la hauteur essentiellement de l'avenue Turnbull, on s'est créé un défi d'insertion sur le boulevard René-Lévesque. Donc, nécessairement, ce défi-là était plus présent entre les avenues de Bourg-Lamarque et Salaberry. Donc, on représente ici avec la flèche en bleu. Donc, sur environ à peu près 300 mètres, on est venu créer la notion de voies partagées qui ont été amplement expliquées ce soir. Et ça a aussi présenté une opportunité pour revoir l'aménagement de l'ensemble du boulevard René-Lévesque. Donc, à la base, tunnel long qu'on a ramené à un tunnel court à l'avenue Turnbull, créer un défi d'insertion vis-à-vis la station quartier. Par la suite, on est venu créer des zones de part et d'autre, ouest et est de transition. Donc, ce soir, on est vraiment à la recherche de vos perspectives sur l'ensemble du secteur de l'avenue Belvédère, essentiellement jusqu'à la rue de Claire-Fontaine. Donc, si on termine avec une deuxième diapositive très rapide, donc on est là pour vous entendre. On est clairement à l'écoute ce soir de vos préoccupations, de vos questions. On va tenter de répondre à toutes vos questions dans la mesure du possible. Et je termine avec une toute dernière diapo pour vous rappeler les prochaines étapes du processus. Donc, les rencontres de proximité avaient déjà commencé essentiellement la semaine passée avec les 2 conseils d'administration des 2 conseils de quartier. On vous rencontre ce soir commerçants, on rencontre les citoyens demain soir et les travailleurs vendredi sur l'heure du midi. Et dès vendredi, on va mettre le questionnaire en ligne pour une période de 3 semaines. Et par la suite, au courant de l'hiver et du printemps, on va compléter l'analyse du secteur et on va venir faire un retour vers les citoyens à la fin du printemps, début de l'été. Donc, merci beaucoup. On a donné comme objectif de terminer la présentation dans à peu près 45 minutes. On est étiré un petit peu à 50 minutes, mais on est ouvert maintenant à la période de questions. À toi, Anne. Merci beaucoup, M. Genet. Alors, on va arrêter le partage. Alors, pour les fonctionnalités Zoom, d'abord, je vais vous demander, s'il vous plaît, de laisser votre micro fermé en tout temps, sauf lorsque vous poserez votre question naturellement. Alors, ça évite les bruits de fond. Aussi, je vais parler tout de suite pour ceux qui sont au téléphone. Alors, oui, vous pouvez poser des questions par téléphone. Vous appuyez sur étoile 9 pour lever la main et étoile 6 pour votre micro. Alors, étoile 9, vous levez la main, étoile 6, le micro. Vous pourrez signifier votre intention pour les autres si vous voulez prendre la parole en cliquant sur « Lever la main ».
Alors, c'est un outil qu'on voit en bas. Là, si vous promenez votre souris dans le bas de l'écran, dépendamment des versions de Zoom que vous avez soit l'outil réaction et dans l'outil réaction, vous pouvez lever la main. Ou si vous allez sur votre nom avec les 3 petits points, vous cliquez à votre droite de votre image, c'est aussi possible. Ou sinon, vous ouvrez votre caméra puis vous me faites signe comme ça avec votre main, comme l'ancien temps. Alors, ça fonctionne tout autant. Compte tenu qu'on est plusieurs, là, je vais vous demander peut-être d'être très concis là, dans vos questions, peut-être 2 minutes par personne. Et en tant qu'animatrice, je vais peut-être me permettre là, de vous interrompre là, si les échanges sont trop longs pour ramener le débat vraiment aux questions. Et ça va être intéressant aussi, lorsque vous allez prendre la parole, de dire de quel commerce vous provenez. En effet, ça va faciliter à l'équipe du bureau de projet là, de bien répondre à votre question. Et ça va, puisque cette soirée est dédiée justement aux commerçants de la SDC Montcalm, bien, on va pouvoir prendre d'abord et avant tout vos questions. Et ensuite, là, en deuxième droit de parole, là, les questions pour les autres organisations ou citoyens qui se seraient présentés ce soir. Alors, je pense que c'est pas mal tout dans les consignes. Peut-être, c'est ça, de dire le nom de commerce dans lequel vous intervenez, lever la main ou tout simplement ouvrir votre caméra et me signifier que vous voulez prendre la parole. Et avant de prendre tout de suite vos interventions, je vous signale que l'outil conversation est maintenant ouvert pour ceux et celles qui préféreraient poser leurs questions via cet outil-là. Donc, pas de questions par micro ou caméra. Je respecte ça, il n'y a pas de souci. L'outil discussion, il est là exactement pour cet endroit-là. Et je vais commencer par une question que j'ai reçue par Internet de M. Simon Desmarquis, qui est propriétaire pharmacien Jean Coutu. Alors, il demande à l'équipe, avez-vous prévu un espace débarcadère assez grand pour les livraisons, considérant plusieurs livraisons par jour de plusieurs transporteurs différents, donc différentes tailles de camions? La première question pour l'équipe projet. Alors, M. Poupry. Oui, bonjour. Donc, à l'endroit où il y a les voies partagées, là, puis c'est l'avantage, je dirais, de cet aménagement-là, c'est qu'on est venu réserver, en fait, les espaces débarcadères sur rue qui existent aujourd'hui. On est venu les replacer là, sensiblement à la même place, avec une dimension là, qui est sensiblement pareille que l'existant. Par contre, ce qu'il faut regarder, juste pour complément. Oui, allez-y, je vais juste avoir une petite question complémentaire, puis après ça, c'est tout. Pas de souci. Problème. Ben, vous pouvez la poser, allez-y. Oui, allez-y. En fait, ma question, c'est concrètement, dans le fond, ce qui va arriver, c'est que le trottoir actuel va être rabaissé à la hauteur de la chaussée pour que les camions se stationnent temporairement sur le trottoir actuel, puis après ça, pour laisser la place aux véhicules qui circulent. Oui, on peut le voir comme ça. En fait, une voie partagée, je vous dirais, avec le principe, c'est comme si c'était une large surface là, de plein pied qui va faire environ 5 mètres. Okay. Et donc, ça va permettre d'avoir un camion qui se stationne sur le côté, puis un véhicule, un vélo ou un piéton vont pouvoir continuer de se déplacer sur la voie partagée. Là. Puis, dans le fond, tout ça va rentrer dans l'espace entre la place publique, parce que moi, je suis vraiment en face de la place publique quartier. Oui. Il va y avoir l'espace pour, disons, un camion, un véhicule qui roule, les 2 voies du tramway, l'autre côté, la même chose, avec une voie circulante, puis un trottoir piétonnier, par exemple. Ben, le concept de la voie partagée, c'est qu'il n'y a plus de trottoir, plus de chaussée. Hein. Je dirais c'est comme si c'était un large trottoir là, sur lequel les véhicules sont autorisés. Je vais vous l'expliquer de même. Oui, puis est-ce qu'il y a une restriction au niveau de la grosseur d'un véhicule? Parce que, par exemple, nous, c'est un 18 roues là, qui vient livrer. Est-ce que ça rentre ou là, on va avoir des restrictions de véhicules qui vont venir se stationner? Oui, il va y avoir des restrictions. Là. On avait déjà eu des rencontres. Et la voie partagée, ce qui était intéressant, c'est celle qui nous donnait le plus de flexibilité là, pour accepter des véhicules de plus gros gabarits par rapport aux autres aménagements qui ont des restrictions au niveau des intersections, soit à cause des refuges piétons ou des poteaux de signalisation qui sont ajoutés. Par contre, au niveau du camion, là, du véhicule le plus gros, là, à l'heure actuelle, ce qui est prévu, c'est d'avoir un véhicule qui fait une longueur de 36 pieds. Donc, c'est plus petit qu'un 18 roues. OK, parfait. Ça répond à mes questions. Merci beaucoup. De rien.
Merci beaucoup pour votre question. Alors, on va poursuivre avec M. Sébastien Plante. Oui, bonsoir, Sébastien Dubrunet sur la rue Cartier. Moi, de mon côté, contrairement à M. Desmarquis, habituellement, présentement, chez nous, on recule le camion en arrière de la pharmacie. Donc, sur le boulevard René Lévesque, si on se situe entre le Chocolat Favori et le restaurant La Scala. Est-ce qu'il y a une possibilité que le camion puisse passer finalement où ce qui va avoir les rails pour pouvoir reculer ou ça sera impossible? Parce que ça prend quand même une bonne largeur pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Présentement, ça prend les 4 voies de circulation pour qu'ils puissent se reculer entre les 2 bâtiments. C'est une excellente question. Celle-ci, on va la regarder spécifiquement avec vous. Je n'ai pas la réponse ce soir. OK, parfait, merci. Alors, M. Plante, l'équipe prend en note là, votre nom. Vous êtes identifié par votre commerce, c'est excellent. Puis on pourra vous revenir, là, on a vos coordonnées grâce à l'inscription là, que vous avez effectuée pour être là ce soir. Et en deuxième lieu, oui, j'avais juste en deuxième lieu aussi, ça concerne aussi tout ce qui est aspect matière résiduelle, qui soit des poubelles et tout ça. On a un compacteur de 25 pieds à l'arrière du bâtiment. Donc, ça a le rapport aussi à tout ce qui est matière résiduelle pour les 4 commerces qui sont à l'arrière, soit le Sushi X qui va être à côté de chez nous, le restaurant La Scala, le Chocolat Favori et toute la bâtisse là, qui est sur le coin où le Chocolat Favori. Donc, peut-être que je pourrais offrir une réponse, Anne, à la question. Effectivement, ce soir, ce qu'on voulait, c'est de vous donner une photo d'ensemble du secteur et de l'insertion. On a définitivement l'intention d'aller à la rencontre, notamment des commerçants dans le secteur quartier, pour mieux comprendre vos contraintes particulières. Et ce faisant, on va pouvoir nécessairement développer les mesures d'atténuation qui sont propices à chacun des commerçants dans le secteur. Donc, on va revenir vers vous, c'est clair. Parfait, merci. Merci, M. Plante. Dans l'outil de discussion, nous avons M. Sébastien Champagne de SEBZ, SEBZ. Alors, il pose la question, en date d'aujourd'hui, existe-t-il un échéancier du début des travaux? Si oui, quelle durée en estimer, évidemment? Monsieur Genet? Oui, on va lancer sous peu les 2 appels de proposition. C'est quoi les appels de proposition? C'est le mécanisme qui va nous permettre au courant de la prochaine année de sélectionner 2 consortiums. Un premier qui va être responsable pour la fabrication du matériel roulant et son entretien sur une période de 30 ans, donc le tramway lui-même. Et on va aussi, à travers d'un 2e appel de proposition, sélectionner un consortium qui va être responsable pour la conception et la construction de toutes les infrastructures municipales et de transport. Donc, et leur entretien sur une période de 30 ans. Donc, ce qu'on vise essentiellement, c'est d'avoir sélectionné ces 2 consortiums pour le milieu de l'été 2023. À partir de ce moment-là, le consortium qui est responsable des infrastructures va se mobiliser, faire sa conception et commencer des activités. Donc, il va y avoir une certaine quantité d'activités sur chantier qui vont commencer en 2023 à l'automne, mais ça va être plus précisément dans le secteur ouest du tracé, plus particulièrement dans le secteur Chaudière et le plateau Sainte-Foy. Donc, on n'anticipe aucun travaux sur le boulevard René-Lévesque avant essentiellement la saison de construction 2024, donc le printemps 2024. Et lorsqu'on aura sélectionné le partenaire privé, le consortium qui va être responsable pour les infrastructures, lui va nous déposer à ce moment-là un échéancier de réalisation très précis. Et à cette occasion-là, on viendra partager l'échéancier de réalisation avec l'ensemble des citoyens et des commerçants dans les différents secteurs de la ville. Donc, une longue réponse pour vous dire essentiellement que les premiers travaux sur chantier dans le projet sont à l'automne 2023, mais dans le secteur du boulevard René-Lévesque, on parle beaucoup plus de l'été 2024. Merci, M. Genet. Alors, on va poursuivre pour les questions. Alors, merci, M. Champagne, pour votre question. Et j'ai aussi une information là, qui est vraiment intéressante que Mme Bégin mentionne. Je pense qu'Émilie, tu pourrais le dire à la touche, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu écrivais tantôt à côté. Là.
Oui, tout à fait. Bien, en fait, ce que je voulais dire, puis je pense que Dan a déjà fait un petit peu le point précédemment, mais suivant la séance de ce soir, puis la consultation en ligne, là, il va y avoir également des rencontres individuelles qu'on va prévoir de notre côté avec différents commerçants où on sait qu'il y a des éléments à préciser au niveau des livraisons, de l'accessibilité. Donc, c'est sûr que ce soir, on est venu présenter, disons, plus globalement un concept, mais par la suite, on va devoir venir raffiner là, dans le détail là, pour s'assurer de travailler avec les commerçants puis trouver les bonnes solutions là, à chaque façon de faire. Merci beaucoup pour la précision. Alors, on poursuit avec Mme Langlois. Mentionnez lequel commerce vous représentez. Bonjour, moi je suis la directrice générale de la SDC Montcalm. Donc, vous me faites une présentation de mon quotidien, de ma vie, de mon travail. Je suis directrice depuis seulement la fin novembre, donc pour moi, c'est tout nouveau, ce dossier-là. C'est pour ça que je peux avoir plusieurs petites questions. Peut-être que vous avez déjà répondu à ces questions-là. Mais étant nouvelle, ben, il faut me pardonner, mais j'apprends les dossiers. La première des réflexions que j'ai eues, c'est je connais la densité qu'il y a sur le boulevard René-Lévesque et vous dites souvent qu'au niveau du trafic des véhicules, que vous allez ramener ce trafic-là, le diminuer, puis le ramener dans les rues parallèles. Est-ce que vous avez évalué si vous allez créer des bouchons ailleurs? Parce que moi, je suis sur le coin Sainte-Foy puis Cartier, puis ça circule beaucoup. Là, si vous prenez la circulation de René-Lévesque, pour moi, j'ai une inquiétude là-dessus. Ensuite, une petite question au niveau des stationnements, parce que c'est sûr que là, vous enlevez beaucoup de stationnements le long de René-Lévesque. Hein? Il n'y en aura plus. Ça va être une préoccupation qui va être importante à soulever, voire peut-être apporter des solutions parce que ce qu'on veut, oui, c'est vrai qu'on veut amener les gens à prendre le transport en commun, mais ne pas oublier qu'il va aussi y avoir des gens qui vont continuer à avoir leur véhicule puis qui vont aller dans nos commerçants puis sur la rue Cartier. Merci de conserver, de faire une attention particulière parce qu'on est le quartier des arts. Merci. Puis, j'espère que vous allez nous consulter là-dessus parce qu'on a des artistes, on a des idées, on a des choses aussi pour participer à cet aménagement-là au coin de Cartier et René-Lévesque. En passant, cette place-là, qui est l'ancien Shell, s'appelle la place éphémère François Duchesne. Et nous, on tient vraiment à ce que ça le reste. Alors, je pense que c'est une demande que je vous fais. Je ne sais pas si vous connaissez la situation. François Duchesne était l'ancien, il faisait partie du conseil d'administration et c'est une victime là, du monsieur qui se promenait le soir du 31 de l'Halloween, le soir de l'Halloween. Alors, pour nous, c'est bien important que ce nom-là reste, bien entendu. Et par rapport au début des travaux, là, vous nous avez parlé 2023-2024, mais moi, j'ai entendu parler parce qu'on a des activités qui s'en viennent, qui auraient peut-être en septembre 2022 des pré-travaux. Puis ça aussi, il faut être mis au courant de ça parce qu'on a des activités qui s'en viennent. On a des rues piétonnes, on a des événements, on a des commerçants. Il y a beaucoup d'effervescence sur la rue Cartier dans cette période-là. Alors ça aussi, je vous demande là, honnêtement qu'on puisse être mis au courant rapidement pour prendre des décisions d'affaires là-dessus. Donc, merci, allez-y. Donc, je peux peut-être commencer avec la dernière question en premier, donc au niveau des travaux. Effectivement, la réponse portait sur des travaux qui seront réalisés par le consortium, le grand consortium qui va commencer essentiellement dans le secteur du boulevard René-Lévesque à l'été 2024. Mais effectivement, il va y avoir des travaux préparatoires. Donc, hier, il y a eu une conférence de presse de la Ville de Québec qui essentiellement a fait le point sur les grands travaux, les grands chantiers de 2022, notamment dans le secteur du plateau Sainte-Foy, aussi dans le secteur du boulevard Laurier. Hein? Donc, il y avait le boulevard Laurier, chemin Quatre-Bourgeois, plateau Sainte-Foy. Il y avait aussi le secteur du boulevard René-Lévesque et aussi dans le Vieux-Québec. Donc, ces travaux préparatoires-là
dans la finesse de quand ils vont se produire, vont vous être communiqués en temps opportun. Mais pour le moment, il n'y a pas de travaux préparatoires prévus dans la première moitié de 2022. On est beaucoup plus vers l'automne 2022 et on va vous revenir clairement là, vers la SDC là, par l'entremise de Françoise, notre conseillère en relations communautaires, pour vous communiquer les détails du début des travaux préparatoires dans votre secteur et quel type de travaux préparatoires ce sera aussi. Donc, j'espère que ça clarifie la question au niveau des travaux préparatoires. Donc, on est plus à l'automne 2022. Je reviens avec votre troisième question, peut-être plus un point au niveau du quartier des arts. Dans la notion d'intégration urbaine qui est propre au projet, oui, on veut livrer un système de tramway qui est performant, qui est fiable, mais on veut aussi bien l'intégrer à la trame urbaine de la ville. Hein. Donc, notamment, chacune des stations va avoir son propre mur expression qui va être un peu représenté la réalité du quartier auquel il se joint. Donc, il y a un force aussi de bien faire les choses en matière d'intégration urbaine et notamment la place quartier. On va transformer l'ancienne station-service dans quelque chose qui va être vraiment superbe. Donc, on est vraiment à l'écoute de vos perspectives là, sur la place quartier. Au niveau de l'appellation de ce qui était la place éphémère François Duchesne, on est tout à fait conscient de ça. Il y a tout un processus de toponymie hein, qui existe à la ville pour venir nommer des endroits. Ça va se faire en temps opportun. Je vais laisser peut-être Jérôme faire le point sur la circulation. Et puis, je pense que peut-être, Marc Desrivières, tu pourrais porter le point sur le stationnement. Jérôme? Oui. Pour la circulation, donc, en effet, là, on fait des études de circulation, des modélisations pour évaluer, en fait, quelles sont les modifications que ça va apporter au niveau des patrons de circulation, quel axe les gens vont utiliser, mais aussi quel mode de transport les gens vont utiliser. Et on est venu modéliser et étudier, en fait, les 3 variantes qu'on a présentées ce soir. Et grosso modo, je dirais, si on prend à l'échelle de la journée, il y a une variation qui est relativement faible. Ensuite, au niveau purement circulation véhiculaire, il y a 2 périodes plus critiques, qui est soit ce qu'on appelle l'heure de pointe du matin, grosso modo quand les gens vont travailler, puis l'heure de pointe du soir quand les gens rentrent de travailler. L'heure de pointe du matin, il y a peu de changements à préciser. Puis quand on compare les 3 variantes entre elles, c'est relativement stable aussi. Là où on remarque une augmentation là, un peu plus marquée, c'est à l'heure de pointe du soir. Puis ce qu'on observe, c'est que en grande majorité, on a beaucoup de véhicules à l'heure actuelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une partie des véhicules qui, les conducteurs, les personnes qui sont à l'intérieur, vont aller se transférer dans le transport en commun. Et il y a une autre partie des gens qui vont rester avec un mode de déplacement motorisé en automobile. Et majoritairement, ils vont se déplacer vers Grande Allée. À la mise en service du tramway, donc à un horizon 2028, ce qu'on compare, c'est que les temps de parcours, c'est un des indicateurs qu'on regarde, il y en a plusieurs, le temps de parcours entre l'Université Laval et la colline parlementaire sur Grande Allée, donc à l'heure la plus achalandée, l'heure de pointe du soir, les variations entre les 3 variantes, donc entre voies partagées, entre une voie ou entre 2 voies de circulation, varient entre 1 à 2 minutes pour faire le trajet de la colline parlementaire à l'Université Laval ou inversement. Donc, on voit que on prend l'ensemble du secteur et finalement, il y a quand même de la place pour venir accueillir une bonne partie de la circulation. D'accord, mais est-ce que vous avez calculé là-dedans pour avoir des chiffres comme ça, vous avez dû calculer le pourcentage de personnes qui allaient laisser leur véhicule chez eux puis qui allaient utiliser le transport en commun, qui allaient utiliser le tramway. Vous avez dû quand même avoir un pourcentage que vous avez établi. Oui. Oui, c'est un modèle. Il prend toutes sortes il y a beaucoup de variables. C'est relativement complexe en fonction d'où viennent les gens, d'où ils vont, et ainsi de suite. Et à partir de là, le modèle, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a une partie des gens qui transfèrent dans le tramway et des gens qui restent
dans leur véhicule. La majeure partie, là, à quasiment 80%, vont se placer sur Grande Allée. OK. Peut-être juste compléter la réponse de Jérôme. Donc, dans le cadre du processus d'évaluation environnementale, qui est une exigence gouvernementale à l'égard de tous les grands projets d'infrastructure publique, on a dû déposer une étude d'impact environnemental et on a dû aussi déposer dans le cadre de cette étude d'impact environnemental des études sectorielles. Et une des études sectorielles qu'on a dû déposer, c'est l'étude des déplacements. Donc, l'étude des déplacements elle a été préparée par le service de transport de mobilité intelligente de la ville, dont l'équipe à Marc Desrivières. Donc, on est venu essentiellement modéliser, simuler là, tous les déplacements. Donc, le report modal, les gens qui vont essentiellement abandonner leur auto pour embarquer dans le tramway, comme Jérôme mentionnait, mais aussi les gens qui vont devoir modifier leurs habitudes de circulation. Donc, il y a des rapports qui ont été produits là, à cet effet. C'est pour ça qu'on est capable d'affirmer ce soir là, qu'il y a presque 80% de la circulation qui est présentement sur le boulevard René-Lévesque qui va être reportée sur la Grande Allée et non pas sur le chemin Sainte-Foy. Donc, je vais juste compléter et préciser la réponse de Jérôme. Dan souhaitait que j'intervienne sur la question du stationnement. Alors, évidemment, dans le cadre de l'étude d'impact, on a mesuré, si on veut, l'occupation des espaces de stationnement dans l'ensemble du quartier, pas seulement sur le boulevard René-Lévesque. Et on va travailler avec les résidents, le conseil de quartier, la SDC, pour revoir ensemble les modalités de stationnement, choisir qui doit utiliser les espaces, à quel endroit, à quelles conditions, de façon à ce qu'on minimise les impacts associés là, à la disparition des espaces de stationnement sur le boulevard René-Lévesque. Alors ça, c'est un exercice qu'on va faire avec vous d'ici quelques mois. Merci beaucoup. Ça répond bien à votre question, Mme Langlois? Oui, ça répond à mes questions. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va poursuivre avec M. Sauvageau, propriétaire de Optiboutique. Bonsoir, M. Sauvageau. Allô, bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'ai levé ma main juste un petit peu avant Mme Langlois, mais ça allait tout à fait dans le même sens. Là. Pour opérer un commerce de santé où une bonne partie de la clientèle se rend chez nous via l'automobile, avec ce que j'entendais ce soir, j'avais une certaine préoccupation par rapport au ce que vous appelez le transit véhiculaire. Donc, j'étais curieux d'en apprendre plus. Là. Vous avez livré votre réponse, mais je ne sais pas s'il y a des documents là-dessus ou si ces études-là vont être rendues disponibles. Je serais curieux de les consulter par rapport aussi aux hypothèses, parce que c'est basé, j'imagine, largement sur les hypothèses de transfert modal, comme vous dites. Et donc, ça, je suis curieux aussi de savoir c'est quoi ces hypothèses-là. Puis le stationnement, là, je reste un petit peu sur ma faim par rapport à ça aussi. Là. Je comprends qu'il y a des études qui vont être en cours. Je serais aussi curieux parce que, à la lumière de ce que j'entends ce soir, cette inquiétude-là demeure. Je ne sais pas, Marc, je ne sais pas si, Marc, tu voudrais peut-être approfondir la question sur le stationnement vu les inquiétudes de monsieur. Oui, je peux tenter de le faire. Je dirais, dans le quartier Montcalm, le stationnement a toujours été quelque chose qui était relativement complexe. Hein? On a dû, il y a quelques années, travailler avec les résidents, le conseil de quartier et la SDC pour convenir d'une façon dont les espaces devaient être utilisés. Alors, nécessairement, sur la base des données qu'on a collectées dans le cadre de l'étude d'impact, on va refaire l'exercice ensemble. On va se questionner comment s'assurer que l'accès au commerce demeure optimal pour les gens qui choisissent de venir en automobile, tout en conservant les espaces de stationnement qui sont nécessaires aussi pour les résidents qui doivent stationner sur la rue parce qu'ils n'ont pas d'espace de stationnement hors rue. Donc, c'est vraiment une grande réflexion qu'on va faire ensemble. On a quelques pistes de solutions en tête, mais c'est un exercice qu'on veut faire avec l'ensemble des intervenants parce qu'on intervient vraiment là, dans la vie du quotidien des gens et ça, on doit le faire avec tout le monde.
Ça répond à votre question, M. Sauvageau? Oui, merci. Merci pour votre question. Alors, on poursuit avec une question dans l'outil de discussion par Mme Nathalie Imbeau, qui est notaire. Elle pose la question suivante. Est-ce que Salaberry va rester accessible aux automobilistes autant des deux axes, nord et sud? Son bureau est situé justement sur Crémazie, au coin de Salaberry. Je peux la prendre? Oui, allez-y, M. Beaupré. Oui, Salaberry va rester accessible là, autant des deux axes. C'est peut-être juste de préciser les axes pour être sûr qu'on réponde bien à la question. Est-ce qu'on parle du chemin Sainte-Foy et de Grande Allée ou de deux autres axes? Madame Imbeau, je ne sais pas si vous pourrez nous spécifier, soit par l'outil de discussion ou tout simplement en ouvrant votre micro sans la caméra nécessairement. Des deux côtés. Merci, Madame Imbeau. Et en fait, Salaberry va continuer de traverser René-Lévesque dans les deux directions. Je vais répondre comme ça, là, puis si jamais ce n'est pas la bonne réponse, on fera une deuxième, un complément. Et donc, il reste dans les deux directions et il va encore connecter à Crémazie, à René-Lévesque. Salaberry, comme on l'a vu, là, c'est au niveau de chemin Sainte-Foy, il reste connecté, au niveau de Grande Allée aussi. Je ne sais pas si ça correspond à... Ça répond bien à la question. Oui, c'est cela. Tant mieux. Parfait. Alors, ça fait plaisir, Mme Imbeau. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, M. Champagne, allez-y. En deuxième droite, oui. Juste ouvrir je vais vous demander de réactiver le son. Voilà. On vous entend, M. Champagne. Par contre, je me demande si votre connexion Internet... Oh, c'est peut-être les micros. Oui, mettez vos écouteurs. Oui. Parce que malheureusement, on ne vous entend pas, M. Champagne. Vous nous entendez, mais... Ou est-ce qu'on reprend tantôt comme tantôt avec l'outil de discussion? On avait réussi à amener votre question. Sinon, juste des fois, débrancher les écouteurs, on peut obtenir le son directement de l'ordinateur. En attendant, je ne vois pas d'autres questions ou commentaires, ni par caméra ou par signe. Ah, parfait. Excellent. Alors, dans l'outil de chat, oui, les dates sont cruciales. Oui, tout à fait. Oui. Alors, malheureusement, on ne réussit pas à vous entendre, M. Champagne. Vous êtes en train d'écrire, c'est ça, hein? Oui, OK, allez-y. Puis pour répondre à mes collègues qui me posent pourquoi le chat est ouvert à tout le monde, l'outil de discussion est ouvert à tous, mais il peut arriver que des personnes m'écrivent spécifiquement à moi ou même à vous autres. Alors, c'est pour ça peut-être que dans le fil de discussion, vous ne voyez peut-être pas tout, là. Alors, comme Sébastien, M. Champagne. Alors, les dates sont cruciales. Tout à l'heure, on a corrigé des dates. Par contre, les plus tôt possible que des dates peuvent être communiquées. Alors, quand est-ce qu'on peut communiquer le plus tôt possible les dates? Concernant les pré-travaux. OK, ça, c'est une question, etc. Allons-y. Alors, voilà la question de M. Champagne. Merci, M. Genet. Donc, pour ce qui est des travaux préparatoires, hein, donc, comme je mentionnais, il y a eu une annonce de la Ville hier matin sur l'ensemble des travaux, grands travaux de l'été, de la saison de construction 2022. Hein. Donc, dans cette présentation hier, on a laissé en suspens, je dirais, les travaux préparatoires qui sont propres au secteur essentiellement René-Lévesque-Cartier. Donc, c'est juste une question qu'on est en train un peu de fignoler les détails, de voir si effectivement on pourrait faire les travaux cet automne. Donc, on mesure probablement un retour vers vous en termes de quelques semaines. On n'est pas dans quelques mois, on est dans quelques semaines pour préciser les travaux. Et à ce moment-là, par l'entremise de Maxime Belland, là, qui est le chef de tronçon pour le boulevard René-Lévesque, et Françoise Bellemare, qui est notre conseillère en relations communautaires pour le secteur, on va revenir vers vous, vous communiquer les détails.
Et de plus, là, sur le site web de la ville, on vient inscrire là, lorsque des travaux sont lancés. Donc, il y a la façon très humaine à travers un contact de Maxime et Françoise, mais il y a aussi accès à l'information par l'entremise du site web. Donc, c'est juste une question de semaine avant qu'on puisse confirmer exactement la portée des travaux et le quand des travaux. Malheureusement, ce soir, on n'a pas encore ces dates-là. Alors, merci, excellent. Hein, des fois, on se débrouille bien hein, quand même avec la caméra. Puis, hein, excellent, merci beaucoup de votre question et M. Genet. On a aussi Audrey Anne. Alors, Madame Audrey Anne, votre nom de famille, c'est Hudon. Alors, Madame Audrey Anne Hudon de clinique Dr Frédéric Simard qui pose la question suivante. Le déneigement est souvent problématique dans le secteur. Est-ce que le nouvel aménagement permettra un entretien et des accès adéquats durant l'hiver? Je pense, Maxime, est-ce que tu te sens à l'aise de prendre cette question? Oui, tout à fait. Dans le fond, dans le cadre là, de l'élaboration du projet, là, donc c'est vrai pour le 19 km, il y a vraiment eu des équipes de la ville, donc du bureau de projet conjointement avec des équipes de la ville qui ont analysé les enjeux de déneigement en fonction des particularités des secteurs, puis des contextes d'insertion. Donc, il y a même une capsule d'ailleurs qui a été Facebook Live qui est disponible, là, qui a été fait la semaine dernière par justement là, un de nos collègues qui est vraiment impliqué dans le volet déneigement. Sur le boulevard René-Lévesque, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a vraiment une synchronisation des activités qui va être mise en place suite à l'implantation du tramway. Donc, une synchronisation entre les activités de déneigement sur la plateforme, des trottoirs et des voies de circulation. Puis notre point de vue, c'est vraiment par là que va passer le succès là, du déneigement dans le secteur. Donc, le nouvel aménagement, au même titre que sur l'ensemble du boulevard René-Lévesque, va permettre un entretien tout à fait adéquat là, durant la période hivernale, notamment de par la synchronisation des activités de déneigement. Là. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont analysés et vraiment là, considérés dans l'élaboration des différents concepts là, de concert avec les équipes de la ville. Merci beaucoup. Ça fait le tour. Excellent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient avoir, il y avait des questions? Sinon, en deuxième droit de parole, j'avais proposé un premier droit de parole. À ceux qui ont un deuxième droit de parole, c'est le moment. Non, je vais compter jusqu'à 3. Voilà, très bien. Alors, je vous rappelle rapidement les prochaines étapes parce que c'est pas fini. Alors, d'abord, je vous rappelle que la présentation sera rendue disponible sur le site web de la ville. D'ailleurs, ma collègue Françoise Bellemare va vous mettre les liens dans l'outil de discussion. Alors, dès demain, après notre séance grand public, je vous rappelle aussi le questionnaire en ligne du 4 au 24 mars. Alors, on est très curieux de vous entendre sur ce questionnaire qui comporte plusieurs questions d'intérêt spécifiques au secteur. Et également, pour le mot de la fin, je vais inviter Mme Maude Mercier-Larouche et par la suite Mme Mélissa Coulombe-Leduc à faire le mot de la fin. Oui, merci beaucoup, Mme Pelletier. Écoutez, je tiens à vous remercier de votre présence, des questions qui ont été posées et n'hésitez pas s'il persiste et vous avez d'autres zones grises, d'autres questions qui vous reviennent d'ici demain, bien, c'est ouvert hein, encore demain la séance à 19h, donc vous pourrez revenir et poser vos questions. Comme Mme Pelletier l'a si bien mentionné, il y a une suite hein, quand même. Le sondage est là pour venir justement nous donner une bonne rétroaction à l'égard de votre perception, de vos préoccupations qui subsistent. Et également, on veut avoir votre son de cloche pour pouvoir entamer les réflexions et prendre les bonnes décisions par la suite. On l'a dit, hein, ouvrir le dialogue, c'est pas seulement entendre à sens unique, c'est aussi faire valoir ce qui a été mentionné par le citoyen, c'est-à-dire vous. Et commerçants, bien entendu, étant donné que ça vous concerne ce soir. Alors, merci encore une fois. Je laisse le vrai mot de la fin, cette fois, à ma collègue Mélissa Coulombe-Leduc, qui est l'élue du district de Cap-aux-Diamants, qui concerne le quartier Saint-Jean-Baptiste, dont il était question aujourd'hui. Mélissa. Oui, merci. Mais écoutez,
Maude a beaucoup parlé des prochaines étapes et puis des autres avenues là, qui s'offrent à vous dans les prochains jours, prochaines semaines pour être consultés. Moi, je tenais à vous remercier pour votre participation ce soir. Vous êtes quand même nombreux, commerçants, commerçantes là, du secteur de la rue Cartier. Donc, je sais que c'est un sujet qui est d'intérêt, qui va avoir un impact direct sur vos activités. Et donc, peut-être aussi vous mentionner là, que la rencontre de ce soir, hein, ça se veut je ne veux pas dire le début du dialogue parce que je pense qu'il existait déjà, mais disons comme le début ou la reprise du dialogue. Là. Et donc là, je sais qu'on vous a fait une présentation qui était somme toute assez dense ce soir. N'hésitez pas à nous revenir, que ce soit, vous avez des gens qui s'occupent des relations avec la communauté, Mme Bégin qui s'occupe des communications, il y a Maude qui est la responsable du dossier du tramway comité exécutif des communications. Comme élu de district aussi, si vous avez des préoccupations, des questions, si en relisant cette présentation-là, il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, ne vous gênez pas. Donc, on sera toujours disponible pour y répondre. Il y a l'activité de demain aussi, qui est peut-être une autre opportunité si dans les prochaines 24 heures, vous avez là, des questions qui viennent à l'esprit. Donc, merci beaucoup encore une fois pour votre participation. Et puis, on se revoit, on se reparle bientôt là, de ce projet-là et peut-être de d'autres. Merci à tous. Je ferme la séance. Bonne soirée. Amusez-vous. Merci. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir.